Soyez les bienvenus sur ITV à la une de l'actualité ce samedi 15 août. L'Assomption célébrée aujourd'hui, mais avec le contexte actuel, les fidèles chrétiens n'ont pas eu droit à la messe comme il est de coutume. La montée au ciel de la Mère du Christ est fêtée en famille et en union de prière dans les foyers. Les tresses sont la tendance coiffure avec cette chaleur estivale. Les femmes délaissent les perruques au profit des nattes. Vous le verrez dans le reportage de Adam Assar au marché HLM. Et puis l'article de la semaine révèle la galère des travailleurs journaliers. Une enquête de Ablaye Gadiagassar du quotidien L'Observateur. Le développement, c'est tout de suite. 15 août, fête de l'Assomption, coïncide cette année avec la pandémie de coronavirus. Pas de messe publique dans les églises, mais des prières pour célébrer la montée au ciel de la Sainte Marie. En ce jour également, à la SICAP Baobab, le dialogue islamo-chrétien est matérialisé au sein d'une famille chrétienne où vit une musulmane. C'est un reportage de Abdourahman Li. Une fois n'est pas coutume, après la fête de Pâques, la communauté catholique fête l'Assomption dans la sobriété. La communauté Arbre de Vie Divine fête la montée au ciel de la Sainte Marie dans la même dynamique au vu du contexte. Le coronavirus a fermé des églises et des prières sont dites ici, loin de ces lieux de culte. En effet, habituellement, la communauté chrétienne la vit ensemble en communauté. Nous sommes encore en communauté parce que la communauté peut être vécue de manière spirituelle, de par la prière. Et c'est cette forme de vie communautaire que nous avons vécue avec toute l'Église en organisant ce matin dans notre chapelle la célébration. Ce que nous appelons la célébration, nous avons eu à méditer la parole de Dieu, à prier ensemble et à vivre cette fête de manière spirituelle avec toute la communauté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vivons avec des jeunes, des enfants que nous accueillons et qui partagent l'intégralité de notre vie. Nous sommes à la cité célibataire de la Sika Baobab. Pas de messe cette année pour Vincent Dorego, même s'il s'est rendu à l'église. Ceci juste pour des prières et dans le strict respect des mesures barrières. Comme aujourd'hui c'est l'Assomption, pertinemment on est parti à l'église uniquement pour faire des chapelets. Parce que c'est la montée de la Vierge, donc on a été pour faire notre chapelet. Il n'y avait pas de messe, il y avait une distraction. Pour la prière, il y avait une dame qui dirigeait la prière. Un rosaire de la Vierge. Le chapelet, le Je vous salue Marie, par exemple, le Notre Père avec le Je vous salue Marie. On a prié ça presque durant 1 heure de temps. Chez les Dorego vit également Diana Bassène. Elle est musulmane. Sa tenue est une des preuves de l'entente entre musulmans et chrétiens dans ce secteur. Musulmans et chrétiens qui passent ensemble la fête de l'Assomption, tout comme ils ont célébré Tabaski. Nous incarnons le dialogue islamo-chrétien. Une partie de la famille est chrétienne. Moi, je suis musulmane. Et nous sommes inséparables. Nous fêtons aujourd'hui l'Assomption, tout comme nous a été donné la fête ensemble et d'autres fêtes musulmanes comme la Tabaski. Mon mari est chrétien. Celui-là, c'est son frère. La journée sera longue, très longue. Et pour cause, ces fidèles catholiques comptent bien passer la fête en famille. Et bien sûr, la fête de l'Assomption au Sénégal est une occasion pour les fidèles de se retrouver en famille. Le marché Bignona refusé du monde en cette période de fête. Mais la pandémie de Covid-19 a impacté ces lieux et les clients se font rares. Ndeyna Diop Diouf. Le 15 août marque le jour de l'Ascension de la Vierge Marie. Au marché Bignona, au cœur de Grand Yoff, les vendeurs de viande de porc voient leur chiffre d'affaires chuter contrairement aux années précédentes. Le coronavirus en serait à l'origine. La maladie nous a beaucoup impactés.
Avant, par exemple, le 14, il y avait beaucoup de clients. Mais cette année-ci, comme vous le voyez, les clients viennent par compte-gouttes. Des gens qui pouvaient acheter quelque chose comme 8-10 kilos, actuellement, s'ils viennent, 2 kilos, bien 3 kilos. Le 15 août est aussi synonyme de retrouvailles en famille. Mais cette année, beaucoup de personnes sont contraintes de s'en passer. On fait la fête en famille, soit à Grand Yoff ou à Kolda. On se déplace selon celui qui accueille. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas le même cas parce qu'il y a le corona qui est là, qui nous empêche de nous déplacer et d'avoir des rassemblements. Donc là, on est obligé de faire soit la famille restreinte. Dans ce marché, il y a aussi ceux qui vendent des grillades de viande de porc. Ces femmes se souviennent des veilles de la fête. Elles terminaient alors leur journée avec au moins 50 000 francs CFA de bénéfices. D'habitude, on vendait vraiment beaucoup de viande. Les gens nous appelaient de partout pour commander de la grillade de viande de porc. On pouvait rentrer chez nous avec au moins 50 000 francs. Mais cette année, franchement, avec le coronavirus, ça ne marche vraiment pas. La Covid-19 joue encore les troubles fêtes. Mais les fidèles entendent bien vivre pleinement le volet spirituel grâce, disent-ils, aux réseaux sociaux et aux médias. L'Église catholique du Sénégal ayant maintenu la fermeture du lieu de culte à cause de la crise sanitaire. Après son impact sur le marché de la viande porcine, on passe à ces chiffres. Sur 1886 tests réalisés ce jour, 160 sont revenus positifs. 2 décès enregistrés hier vendredi. Les détails avec le directeur de la prévention. Sur 1886 tests réalisés, 160 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,48%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 67 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 91 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou communes suivantes. Keur Massar 8, Saint-Louis 8, Dakar Plateau 6, Liberté 5, Ouakam 4, Thiès 4, Tivaouane 4, Guédiawaye 3, Mamel 3, Les Maristes 3, Mbao 3, Tamba 3, Velengara 3, HLM 2, Kaolack 2, Kolda 2, Médina 2, Niary Tally 2, Sacré-Cœur 2, Sangalkam 2, Touba 2, Baobab 2, Bignona 2, Cambérène 1, Dieuppeul 1, Diourbel 1, Fass 1, Grand Yoff 1, Kédougou 1, Mbour 1, Mermoz 1, Ngor 1, Ouest Foire 1, Oussouye 1, Point E 1, Pout 1, Rufisque 1, Yeumbeul 1, Ziguinchor 1. 22 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 57 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce vendredi 14 août 2020. L'état des autres patients est stable. La commune de Pikine-Est s'implique dans la protection de l'environnement. Les autorités de cette localité ont mis en place un programme intitulé Commune verte. Objectif, lutter contre la coupe de bois. Les femmes et les jeunes sont impliqués pour la réussite de l'opération. Compte rendu, Mamadou Lamine Fati. Une commune verte
Le concept n'est pas nouveau et fait l'unanimité à Pikine-Est. L'arbre au cœur du programme environnemental de la mairie. Qui consiste à travailler au reboisement, à l'aménagement et à l'embellissement de la commune parce que nous avons décidé de saisir l'appel du chef de l'État et de saisir la balle au rebond. Donc pour que Pikine-Est soit la première commune du Sénégal à essayer de matérialiser cette ambition du président de rendre le Sénégal vraiment vert avec un environnement sain et de qualité. Nous avons eu à faire un travail avec les services du ministère de l'Environnement, particulièrement les services des eaux et forêts, qui ont eu à faire une visite et identifier tous les points susceptibles de pouvoir recevoir des arbres au niveau de notre commune. Et c'est une initiative qui a démarré au niveau de cet établissement, mais nous comptons reboiser au niveau de toutes les écoles, au niveau des postes de santé, au niveau des centres communautaires, au niveau de l'hôtel de ville de la municipalité, mais aussi pousser toutes les populations à pouvoir s'engager dans cette dynamique d'un Sénégal vert. Lutter pour une commune verte, c'est aussi l'implication de tous les acteurs de la commune. À Pikine-Est, nous voulons aller plus loin. Nous voulons au niveau des quartiers pour que chaque famille puisse parrainer un arbre et puisse suivre peut-être sa progression. Tout le monde sera impliqué. Il y a déjà un cadre qui est mis en place avec l'appui de certains environnementalistes de la commune, mais aussi d'autres experts des services déconcentrés de l'État. Pour la pérennisation du programme Commune Verte, les femmes et les jeunes seront au centre, nous dit l'édile de Pikine-Est. Elle est fondamentale parce que vous l'avez vu dans cet établissement, il y a une pépinière qui a été l'initiative des femmes. Donc les femmes sénégalaises sont pleines de volonté, particulièrement les femmes de notre commune. Nous allons les accompagner. Pour sauvegarder l'environnement et lutter contre la déforestation, il faut que la population soit impliquée. Le programme Commune Verte sera un outil de sensibilisation pour les populations de Pikine-Est. Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur sera développé dans les 3 régions de la Casamance et sera étendu dans 5 autres régions du pays avec comme objectif 50 000 PME. Le Proval est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement. Compte rendu, Seydou Diatta. La maîtrise de l'eau, un besoin pressant pratiquement dans toutes les collectivités locales et une contrainte pour le développement des activités agricoles en toute saison. Nous savons tous que le département de Médina Yoro Fula est le grenier de la région de Kolda, surtout la commune de Bouroukou. Mais malheureusement, nous ne travaillons qu'en saison hivernale, parce que la maîtrise de l'eau pose problème, cause pour laquelle nous accueillons ce programme avec beaucoup d'intérêt. On se réjouit quand même après la fin de ce programme-là, le PDRS, de voir qu'il y a un autre programme qui vient continuer ce que le PDRS est en train de faire dans nos différentes collectivités territoriales. Vous savez, le Sénégal, quand vous regardez bien, le nord, vous avez la Sayed, le fleuve Sénégal. Au sud, vous avez l'Anambé. Si on peut parler d'irrigation, les grands aménagements se situent certainement au niveau de ces 2 zones. Mais tout le reste du pays, à l'intérieur, il y a un potentiel énorme qui n'est pas exploité comme il se doit. Et c'est une grosse contrainte. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, le Proval va à coup sûr figurer parmi les locomotives chargées de tirer l'économie de la zone rouge et contribuer à la relance des activités pour l'amélioration de la croissance économique. Gestion gabégique, mal-gouvernance et détournement de deniers publics à la Chambre de commerce de Dakar. C'est ce que dénonce la coalition And Defarat Chambre de commerce. Selon eux, il y a une complicité du gouvernement dans la situation qui prévaut à la Chambre de commerce de Dakar. L'association And Defarat Chambre de commerce interpelle à cet effet le chef de l'État. Écoutons Maître El Hadj Diouf, un des avocats de ce collectif. Il est au micro de Boubacar Dia. Sur ces 10 dernières années, en toute illégalité, parce que leur élection, l'élection de ces individus qui dirigent la Chambre de commerce de Dakar a été annulée. Cette élection est nulle, donc on ne peut pas parler d'assemblée générale. Et les ministres du commerce et le gouverneur de Dakar ont une lourde responsabilité. Il leur revenait, après la décision de la justice sénégalaise qui a annulé l'élection de ces individus, de convoquer le corps électoral pour organiser de nouvelles élections pour que, effectivement, les chambres de commerce soient dotées de bureaux et d'organes valables.
Il y a donc la complicité du gouvernement par le truchement du ministre du Commerce et par le laxisme du gouverneur de Dakar. C'est ça que nous dénonçons. Les autorités politiques et gouvernementales sont complices de la situation qui prévaut, notamment à la Chambre de commerce de Dakar, qui n'a pas de président. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ça ne peut plus continuer. Golo de Bey, Baboun de Doudé, des gens dont l'élection a été annulée, dirigent cette chambre de commerce. C'est inacceptable. Vous, c'est le président de la République. Les tresses ont le vent en poupe en cette période de chaleur. Ce style africain supplante les cheveux naturels, les tissages et autres perruques. La preuve dans ce reportage de Adama Sarr et Cheikh Diop au marché HLM où les femmes nous font la confidence. Nous sommes au marché HLM, un lieu très fréquenté par la gente féminine. En cette période de forte chaleur, la plupart d'entre elles préfèrent porter des tresses. En cette période, les tresses et les écailles sont les coiffures les plus prisées par les filles. Moi, j'ai mon greffage, mais je ne l'utilise pas. Avec la chaleur, je préfère les mèches. Les greffages, je les utilise en période de froid. Même si elle porte des cheveux naturels, Astou ne cache pas sa préférence pour les tresses. Même si j'ai mis du greffage sur ma tête, mais en période de chaleur, je préfère les tresses. Il y a des filles qui se rasent la tête, comme moi, je ne peux pas le faire. Je préfère faire des tresses. Cependant, du côté des vendeurs de ces produits, les affaires ne marchent pas pour l'instant. La vente marche petit à petit ici. Nous avons plusieurs articles comme les afros, les chignons, les coupes carrées et les prix varient entre 4 000 et 6 000 francs CFA. La chaleur pèse sur les activités du quotidien. Les filles qui en ont la possibilité refusent de la subir sans passer à côté des codes de beauté et les tresses semblent faire l'affaire. Des quartiers de la banlieue sous les eaux après la pluie enregistrée aujourd'hui en fin de journée, comme sur ces images de la cité Camille Basse de Keur Massar. Au Burkina Faso, l'imam de Djibo, âgé de 73 ans, a été retrouvé assassiné ce samedi 15 août au matin. L'information a été confirmée par ses proches. Le corps a été identifié à Tiléré, une localité située à 4 km de Djibo, sur l'axe même où le responsable avait été enlevé en début de semaine. Souaibou Cissé avait échappé à une tentative d'assassinat en mai 2017, selon ses proches. Après cet événement, le domicile de l'imam avait été placé sous protection de la gendarmerie jusqu'au début de cette année où la protection a été levée. Souaibou Cissé, qui était également le président de la communauté musulmane de la province de Soum, l'imam s'était clairement affiché contre le terrorisme, soutenant qu'il ne se reconnaissait pas dans cette idéologie. Ni son enlèvement, ni son assassinat n'ont pour le moment été revendiqués, mais la piste djihadiste est privilégiée. Les autorités burkinabées ont réagi en condamnant cet acte lâche et barbare. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a rejeté une résolution américaine visant à prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran qui expire en octobre, un rejet qui a suscité la colère des États-Unis. Ces derniers ont dénoncé un vote inexcusable. Seuls 2 pays ont approuvé le projet de Washington. 2 autres, la Russie et la Chine, ont voté contre et les 11 membres restants du Conseil se sont abstenus, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La République dominicaine a été la seule avec les États-Unis à avoir voté en faveur du texte. Si celui-ci avait obtenu 9 voix favorables, Pékin et Moscou auraient certainement opposé leur veto, mais cela n'a pas été nécessaire.
À présent, votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine dans la galère des travailleurs journaliers. Tel est l'intitulé de l'enquête réalisée par Ablaye Gadiagassar, journaliste à l'Observateur. Salaire misérable, harcèlement moral, manque de respect, entre autres. Voici le quotidien des travailleurs journaliers relevé par l'Obs. El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Précarité, lenteur dans les paiements, harcèlement moral, les travailleurs journaliers subiraient d'énormes difficultés. J'ai fait ce papier, non pas pour être l'avocat de certains travailleurs journaliers, comme l'ont dit certains amis lecteurs qui m'ont appelé, en me disant que vous vous êtes présenté comme avocat des travailleurs journaliers. Mais non, j'ai fait cet article pour remplir mon rôle de journaliste, c'est-à-dire descendre sur le terrain, voir ce que vivent réellement les travailleurs journaliers et le partager avec la population, avec les autorités compétentes. Parce que le travail journalier est aussi un travailleur comme tout le monde. C'est une personne qui appartient aussi à la société. Donc on doit savoir ce qu'ils vivent. Et comme tous les citoyens, on doit les écouter, voir comment ils sont traités dans leur lieu de travail et tout ça. L'Obs a ainsi mené l'enquête pour ses lecteurs. L'auteur relève le manque de protection ou de considération noté de la part des employeurs. Ça existe vraiment. Les travailleurs journaliers sont très mal traités dans leur lieu de travail. Ils ne sont pas à 100% protégés par leurs employeurs parce que certains sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de tenue de protection, ils n'ont pas d'équipement de protection pour bien sécuriser leur vie. Des travailleurs journaliers témoignent à cœur ouvert, point d'achoppement avec leurs employeurs, le traitement salarial. Sans hésiter, pour eux, les salaires sont misérables. Quand j'ai interpellé un travailleur qui évolue dans la circulation, il est recruté pour régler la circulation au niveau de Cité Keur Gorgui. Eux, ils sont un peu protégés par les employeurs parce que, comme il l'a expliqué, ils ont des équipements de travail, ils ont des soucis de sécurité, ils ont même une carte sanitaire de SAMU municipal. Le décret numéro 70-189 du 20 février 1970 fixe les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier. La précision a été faite par un inspecteur du travail. Oui, le travail est protégé par la loi. Mais malheureusement, beaucoup de travailleurs journaliers l'ignorent. Ils ne savent pas vraiment s'ils sont protégés par la loi parce que je pense que s'ils étaient au courant, ils ne vont pas se laisser exploiter, je veux dire, entre guillemets, ou subir de telles injustices à l'endroit des lieux de travail où ils sont. Le travail journalier est bien protégé par le décret 70-180 du 20 février 1970 qui dit en son article 1er que les travailleurs journaliers sont des travailleurs engagés à l'heure ou à journée pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée et payé par jour. Ce qui montre que le travailleur journalier doit être forcément payé par jour, mais ce qui n'est pas le cas dans plusieurs sociétés. Des travailleurs journaliers ont exprimé leur désarroi et leurs inquiétudes. Pages 4 et 5 de l'Observateur. Ils espèrent de meilleures conditions de travail.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur www.emedia.sn. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Boubacar Diallo dans Tous à la télé et Nickel Nian dans Tradi Musique. Il reçoit Neidja Ragen. Très bonne soirée sur ITV.